What's up, family? We have another Patreon request, and ooh, this is a long one. 1 hour video. I don't know. It's gonna be 3 or 4 parts. And it's 3 parts. Oh my God! So did this guy make like a 3-hour video? And this is just part 1, and it's an hour? Oh my God! But Findings is good, man. Findings is good stuff. This guy, he finds the craziest things on the internet. Anyway, les plus grands scandales et mystères de YouTube. See, it sounds a little better when I do it in English. Is the biggest scandals and mysteries of YouTube. Okay, Findings. Let's see let's see the biggest scandals. I think it was this YouTuber who kept getting copyrights. And then YouTube like banned him for like a week, and then that was a scandal. Did you hear about that? Yeah, there was some bullshit. I don't know what YouTuber did, but yeah, it was a scandal. Bad scandal. Anyway, let's go. Let's see if that guy's in here. Maybe he's part of the scandal. You never know. I don't know if I got to put English lyrics. Attends. 1 heure avant 3 Okay. I'll try to do 30 minutes. L'année dernière, j'ai sorti 3 vidéos qui sont devenues les plus importantes de ma chaîne. C'est pas celles qui sont les plus vues nécessairement, mais c'est celles qui vous ont le plus marqué. L'iceberg des traumas d'enfance de notre génération. On m'en parle très souvent comme une de mes meilleures séries de vidéos. On m'a vanné je ne sais pas combien de fois pour ma surutilisation du mot trauma. Bref, que ce soit en bien ou en mal, ça vous a énormément touché. Cette vidéo signe le retour des icebergs sur la chaîne, mais ce sera complètement différent. Vous allez comprendre pourquoi. Les traumas d'enfance, c'était un trip nostalgique qui se penchait notamment sur l'impact énorme qu'a eu Internet sur ma génération. Si la vidéo a été efficace pour faire peur aux gens, particulièrement vers la fin, c'était principalement fun et nostalgique. Là, cet iceberg a un sujet complètement différent. À quel point connaissez-vous les tréfonds de YouTube, les parties les plus mystérieuses, cachées du site? À quel point est-ce que vous les connaissez réellement? C'est vrai, c'est une vraie question. Le site, on l'utilise très régulièrement. Il y a plus de 2 milliards de personnes qui se connectent par mois sur le site. Ce serait intéressant quand même de savoir qu'est-ce qui se cache à l'intérieur dans ces parts qui font le plus peur, ces parts qui sont les plus cachées et les moins accessibles aux non-initiés. Aujourd'hui, je vais vous plonger dans les profondeurs de YouTube et dans les faces les plus cachées du site. Et le tout va se faire dans la forme d'un iceberg même. Pour ceux qui ne le savent pas, les mêmes icebergs, c'est un format très populaire pour jauger votre connaissance d'un domaine en particulier. Is that because an iceberg is way smaller that you could see, but under what you can't see, the iceberg is huge, sometimes 3 times the size. So that's what he's trying to say about YouTube. What we can see, we see, but there's probably a lot of big stuff in YouTube that we don't know about. You know how some sites, never mind. I can guarantee you though that YouTube definitely helps out some channels, while other channels, they're like, I don't care, I could care less. Iceberg, c'est un format très populaire pour jauger votre connaissance d'un domaine en particulier. Il se présente comme une image avec un iceberg où on peut voir sa face visible et ensuite sa face cachée et de plus en plus les profondeurs de l'océan. Sur cet iceberg, on va placer des petites phrases, des petits mots-clés qui représentent chacune les facettes d'un même sujet et plus on descend vers les profondeurs de l'iceberg, plus les sujets en question sont obscurs et méconnus. Et là, c'est un truc qui est très important. Beaucoup de gens ont assimilé la profondeur d'un sujet avec à quel point celui-ci était violent. En réalité, la majorité du temps, avec un iceberg même, plus on descend, plus c'est méconnu, plus peu de gens le connaissent. Ici, j'ai fait une sorte de mix des deux valeurs. Plus on descend, plus les sujets seront extrêmes et méconnus. Parfois, il y aura des trucs un peu plus connus dans les faces les plus basses de l'iceberg, mais qui sont extrêmement violents. Mais ça, on le verra quand on sera dans la 3e partie. Dans cette série de vidéos, je vais vous plonger dans les profondeurs. On YouTube, there's extreme violence? Huh. I haven't seen one. Unless he's talking about the dark web. You know, the dark web. The other internet, where you can find anything. Insanity is waiting for you in the dark web. Unless that's what he's talking about.
de YouTube, vous parlez d'anecdotes sur le site, de mystères encore irrésolus, de chaînes étranges et controversées, ainsi que de vidéos dont l'explication n'a jamais été trouvée. Si dans l'iceberg des traumas, je vous parlais de choses que vous avez vues durant votre enfance, ici les sujets sont susceptibles de toucher tout le monde. Donc je mets un gros avertissement pour les 3 parties. On va parler de tout ce qui peut marquer les gens. Absolument tout. Si les premières parties, le ciel et la surface, seront très simples et contiendront très souvent des sujets qui ne font pas peur, juste des anecdotes marrantes, comme la disparition des annotations sur le site par exemple, plus on va descendre, plus on va rencontrer des choses très violentes et qui peuvent marquer beaucoup. Plus on va descendre dans les strates de l'iceberg, moins vous risquez de connaître les sujets. Et vers la fin, on parle de sujets qui n'ont été vus que par certaines centaines de personnes. Donc je pense qu'il y a très peu de chances que vous ne découvriez pas un seul truc durant ces 3 parties. Je préface tout ça en disant que ce sera pas parfait, le classement est pas tout le temps le plus cohérent. L'objectif c'est aussi d'avoir des vidéos bien rythmées, pas forcément d'avoir la descente la plus graduelle du monde. On s'en fout. Aussi, il n'y aura presque aucun doublon entre cet iceberg et les sujets que j'ai pu présenter dans le passé sur ma chaîne. Comme ça, c'est placé. Et enfin, avant de commencer, je vous promets, c'est la dernière digression. Dans le dernier iceberg, j'avais fait un système de badge qui apparaissait dans le coin de la vidéo. Je crois là-bas. J'ai décidé de remettre les badges, mais cette fois-ci différemment. L'absence de badge signifiera que je ne connaissais pas le sujet avant de commencer cette vidéo. Celui-ci signifiera que je connaissais le sujet mais que celui-ci ne m'a pas marqué. Celui-ci signifiera que je connaissais le sujet et qu'il m'a marqué positivement, c'est-à-dire qu'il m'a inspiré pour des trucs, qu'il m'a donné de la créativité ou alors que ça a inspiré le site de manière positive. Et enfin, évidemment, vous imaginez l'impact négatif, que ce soit des nuits de sommeil en moins, des images que je ne peux pas m'enlever de l'esprit ou juste un truc qui a été juste négatif et dégueulasse pour la plateforme. Voilà comment on va utiliser les badges cette fois-ci. Et ainsi, on peut commencer avec la première strate de l'iceberg, la plus courte de toutes. En effet, il n'y a que 8 sujets dessus. Le ciel. Le ciel. Okay. On va commencer donc notre tombée dans les profondeurs de YouTube avec la partie la plus évidente. Cette partie sert de base avec quelques événements et quelques communautés et groupes de sujets qui sont massifs et que je ne pouvais pas passer sous silence. Mais néanmoins, ceux-ci, si vous utilisez régulièrement le site, vous devez normalement les connaître tous. Et donc, très naturellement, la première entrée de cette partie sera la création de YouTube en 2005. YouTube a été créé par 3 anciens employés de PayPal, Steve Chen, Chad Hurley et Jawed Karim. On reviendra plus tard dans l'iceberg sur la raison numéro 1 qui a inspiré la création du site, car c'est pas vraiment ce à quoi on peut s'attendre. Mais à la base, YouTube était censé être un site de rencontre orienté sur les vidéos. Ils ont commencé à faire des annonces sur Craigslist pour que de jolies meufs fassent des vidéos pour le site, et ils ont abandonné l'idée du site quand ils se sont rendus compte qu'aucune meuf ne répondait. Donc ils ont décidé de changer d'objectif. Craigslist, that's interesting because maybe it was too early because now, back in the day that I remember, you could find, I mean, right there, look, personal. Women seeking men. Women seek women. Yeah, I mean, this was your easiest way to get some sort of hooker on Craigslist. I don't think you could do that anymore, but there was at some point Craigslist, you could do all kinds of things and find all kinds of things. And jobs. You know, I got most of my jobs through Craigslist. But now it's terrible. Now it sucks. Celui qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire subvenir aux besoins d'avoir une plateforme de partage et d'hébergement de vidéos qui soit fluide avec un encodeur de qualité. En février 2005, le site youtube.com est activé et le 23 avril 2005, la première vidéo de YouTube sera créée, c'est-à-dire Me at the Zoo. Me at the Zoo, c'est juste une vidéo de 19 secondes où on peut voir l'un des fondateurs de YouTube, Jawed Karim, au zoo de San Diego. Dans cette vidéo, il explique juste une seule chose, le fait que c'est marrant que les éléphants aient une longue trompe. C'est tout. La manière de le présenter est aussi un peu plus rigolote, mais concrètement, c'est juste ça. Mais en réalité, c'est un peu plus compliqué que ça. De base, la première vidéo de YouTube se devait de représenter la vision des fondateurs pour son futur. En réalité, ils voyaient en YouTube l'essor de vidéos de moins d'1 minute faites par des gens lambda avec des sujets lambda, mais qui deviendraient quand même virales. Mais par contre, ce que je trouve fou, c'est que la vidéo va pas revenir une fois dans l'iceberg, pas 2 fois, mais bel et bien 3 fois en comptant cette entrée-là. Parce que évidemment, il s'est passé beaucoup de choses autour de cette vidéo, complètement iconique du site. And that's pretty much all there is to say. YouTube Horreur et Commu Creepypasta FR. Ça va être un moyen pour moi de rendre hommage à cette communauté dont je fais partie et la communauté Creepypasta dont j'ai fait partie, qui ont quand même vachement marqué le site. D'abord, évidemment, il y avait fut un temps la communauté Creepypasta française. C'était un sacré truc à l'époque, en 2014-2015. Il y avait les old school, Ombrist et Vieto Von Creepypasta, puis ensuite, il y a eu Pourquoi avoir peur, et puis il y a eu Requiem, qui fait encore du contenu, je crois, sur la chaîne requiem.exe. Il y avait aussi Space Star et plein d'autres moins connus, plein de noms qui ont forgé le début de ma chaîne YouTube.
YouTube. C'était une époque où on pouvait lire une histoire qui n'avait pas été écrite par nous, qui ne nous appartenait pas, traduite par quelqu'un de pas crédité avec un micro douteux et un slideshow d'images, et pourtant tout le monde dans le processus était ok et les gens regardaient ça quand même. Et en vrai je trouve que c'était une vibe particulièrement positive. Il y avait un côté un peu histoire racontée auprès du feu où personne n'avait d'histoire qui leur appartenait. Je me souviens aussi que cette communauté, comme j'en ai fait partie, étant donné que j'étais un youtubeur creepypasta à la base, il se passait beaucoup de trucs chelous dedans et j'ai pas forcément trop développé parce que j'ai pas envie et c'est mes expériences personnelles, mais je dirais simplement qu'il y avait quand même beaucoup de personnes très adultes qui côtoyaient des gens très mineurs tout le temps. Mais aujourd'hui le contenu horreur sur YouTube a évolué, hein, vous le savez vous-même. Il y a des chaînes dédiées entre le True Crime, Victoria Charlton, Sonia Liu, tout ça, mais aussi des chaînes horreur qui, comme moi, parlent de bizarreries de tout type, surtout orientées internet, genre Envy ou Paradox. Il y a aussi plein de youtubeurs qui se sont mis à parler d'horreur sans forcément dédier leur chaîne entièrement à ça. Je pense notamment à Squeezie. Et évidemment, il y a les grosses chaînes YouTube anglophones, Xbox, Scare Theater, Inbot, Nightmine, Nick Rolly plus récemment. Bref, le YouTube horreur est une part intégrante des tréfonds de YouTube, mais évidemment, c'est beaucoup trop vaste et connu pour être plus profond. Youtubeur accusé. Je vous promets, on n'a encore que quelques sujets vagues et bateaux avant de tomber vraiment sur des cas précis et intéressants. Vous le savez comme moi, les youtubeurs accusés de pédophilie, d'agression sexuelle et autres types de scandales violents, c'est devenu... What? Il a pas dit comme moi. Je vous promets, on n'a encore que quelques sujets vagues et bateaux avant de tomber vraiment sur des cas précis et intéressants. Vous le savez comme moi, les youtubeurs... Oh, as well as I do. Oh, okay. Youtubeurs accusés de pédophilie, d'agression sexuelle et autres types de scandales violents, c'est devenu de plus en plus régulier depuis quelques années. Non pas forcément qu'ils se sont décuplés, mais que la parole semble se libérer au fur et à mesure du temps. Concrètement, il y a définitivement un problème dans les métiers d'influence, avec les mauvais comportements sexuels et les relations de pouvoir inégales. Et aujourd'hui, on se retrouve dans une situation très compliquée où des tonnes de youtubeurs très appréciés par le public sont en réalité des gens très dangereux, avec preuve à l'appui, et on ne peut strictement rien faire. Pourquoi les youtubeurs ne balancent pas non alors qu'ils savent le truc 1 ou 2 ans avant? Tout simplement pour ne pas gêner l'enquête de police, c'est simplement parce que c'est pas notre rôle de faire ça, c'est aux victimes de choisir le moment idéal pour le faire. Bref, je voulais mettre ça là car je vais pas trop parler de cas en cours dans la suite de l'iceberg, surtout des trucs français récents, mais vous avez mentionné je ne sais pas combien de fois ce sujet quand j'ai posé la question sur Twitter, donc je me sentais obligé d'en parler ici, bien qu'on parlera énormément de certains de ces cas plus en détail dans la suite de l'iceberg. Elsa Gate. Un des seuls sujets qui va être un doublon avec le précédent iceberg, l'Elsa Gate est un des plus grands scandales impliquant YouTube. Le scandale a éclaté en 2016 lorsque des youtubeurs ont commencé à noter l'état désastreux du divertissement pour très jeunes enfants sur YouTube. Des fleuves entiers de vidéos au titre bordélique, surabusant de tags, dans l'objectif que les jeunes cliquent dessus et se retrouvent devant du contenu OSEF mais qui a au moins donné une vue. Ça crée une sorte de bruit blanc de contenu pour enfants. Mais surtout, l'Elsa Gate s'est penché sur une partie de ce contenu. At least it says, what is this crazy? Well, I don't even want to know. Maybe she should cut her tongue off. Qui possède des thèmes et des mises en scène extrêmement inappropriées. On parle de références évidentes au sexe, aux drogues, à des choses vraiment que les enfants ne doivent. Self-mutilation, kidnapping and injections, drinking poison, commit. How? See, and then they yell, and then I get banned for having a bull and taureau, a bull with some sticks in them for exactly 1 second, which I missed. Because you see, it passed so quick, I could just be looking here, up, down, laughing, look up, and I missed it. I got in trouble for that. And this was on YouTube. That's crazy. You see how things have changed, right? Pas regarder, aux agressions, aux violences domestiques, mais il y a également des fétichismes précis avec des focus sur les fluides corporels, les excréments, la grossesse. L'idée d'une partie de la communauté enquêtant sur l'Elsa Gate serait que des groupes auraient essayé d'infiltrer le contenu pour enfants de YouTube pour créer une génération de gosses psychologiquement programmés à penser que des relations abusives de pouvoir et des fétichismes sexuels extrêmes imposés sont parfaitement normaux afin de permettre à des gens d'abuser d'enfants plus facilement. Évidemment, c'est aller un peu loin dans la théorie du complot, mais il y a des raisons pour lesquelles les gens pensent ça et on en parlera beaucoup plus tard dans l'iceberg. On retrouve également des trucs qui vont plus loin encore avec la théorie selon laquelle l'étrange focus sur les seringues et les aiguilles dans ces vidéos serait un moyen d'habituer les enfants à leur vision afin de plus facilement les droguer. C'est abominable et certaines personnes ont trouvé des séries de commentaires cryptiques qui, si traduits, contiendraient des allusions à du trafic humain.
Now I understand what he's talking about when he says the scandals and mysteries. Now, maintenant je comprends. How to mask it. On parlera brièvement de Elsa Gate un peu plus tard quand on parlera des Adpocalypse, mais vraiment ça a changé presque tout sur le site avec un autre scandale dont on va parler un peu plus tard. Vidéo creepy classique du net. Sans la moindre transition, j'aimerais faire cette catégorie pour mentionner toutes les vidéos classiques d'horreur du net que j'ai déjà mentionnées je ne sais pas combien de fois sur ma chaîne. Des vidéos qui n'ont pas vraiment de sens particulier, autre que de faire peur, ou alors si elles ont une explication, c'est un bail compliqué dont j'ai déjà parlé. Des vidéos comme Blank Room Soup, I Feel Fantastic, Obey the Walrus, on en a déjà parlé plus tôt, mais je voulais le mettre dans l'iceberg, comme ça c'est écrit. Cartoon 3D étrange. Ça aussi vous l'avez probablement vu et je le mets rapidement parce que ça fait pas spécialement peur mais on m'a énormément demandé d'en parler quand j'ai mentionné ça sur Twitter. Il y a tout un genre de vidéos qui était notamment très populaire il y a 5 ans, qui étaient en gros des animations en 3D, souvent mettant des personnages d'animation connus en scène, qui sont volontairement très mal faites, toujours réalisées de manière volontairement catastrophique, avec des ambiances souvent semi-pesantes et intentionnellement gênantes. C'est des vidéos franchement drôles, mais parfois ça peut devenir vraiment bizarre. Vous connaissez probablement quelques créateurs connus, Pamtree ou Really 3D. C'est une sorte de petit rabbit hole de création chelou, c'est intéressant mais pas grand chose de plus à dire. Et enfin, déjà le dernier sujet de cette partie de l'iceberg, Logan Paul, Forest. Je vais pas forcément aller dans les détails, hein, vous le savez vous-même. Logan Paul, qui filme un vlog au Japon dans la forêt d'Aokigahara. Oh, this is the idiot wait a minute. Yeah, he said Logan Paul. Isn't it Paul Logan? Isn't he a boxer? He's the boxer now who beat Grandpa Tyson, which was the worst fight I've ever seen in my life. That's him. Qui tombe sur un cadavre et qui se décide de le filmer en rigolant à côté. Cette image de Logan Paul qui rigole en voyant un cadavre dans une forêt est l'image qui... If it's who I think it is, this guy's an idiot. I can't stand him today. He's an idiot today too, as a full-blown adult. Représente aujourd'hui les youtubeurs. Qu'on le veuille ou non, c'est l'image médiatique que les youtubeurs ont. C'est le scandale selon moi qui coupe YouTube en deux parties, avec l'avant et l'après, et vraiment c'était un des événements les plus importants à l'époque. Sur ce, on a terminé avec le ciel, on va pouvoir commencer à rentrer dans les choses intéressantes, avec la surface de l'iceberg. Si vous connaissez tous ces sujets, vous êtes quelqu'un qui s'intéresse un peu à la partie étrange et horreur d'Internet. Vous n'êtes pas juste un utilisateur régulier qui ne regarde pas forcément ce genre de trucs, vous êtes vraiment quelqu'un qui s'y intéresse un peu. Syriac. Syriac Harris, connu sous le nom de Syriac ou encore Mutated Monty, est le nom d'un artiste animateur indépendant très célèbre sur YouTube. Il a commencé en 2004 en étant très actif sur le forum Beta, sur lequel il réalisait beaucoup de gifs surréalistes très chelous mais qui ont eu beaucoup de succès. Et il est devenu encore plus célèbre quand il a rejoint YouTube et qu'il a posté ses animations étranges mais extrêmement connues, qui montraient des animaux déformés se rejoignant pour créer d'autres structures. Et le tout est assez bizarre, parfois assez cauchemardesque, et c'est vraiment à chaque fois très bien réussi. Il réalise ses animations avec After Effects et il compose ses propres musiques sur FL Studio. Il est devenu tellement connu que sa vidéo possède plus de 100 millions de vues et que sa vidéo Cows and Cows and Cows a été utilisée sans son accord comme matériau de base par McDo pour faire une pub parce que Syriac était pas content qu'on ne le contacte pas ni le rémunère. Aujourd'hui, il a bossé avec la télé de nombreuses fois et ses vidéos sont devenues cultes au point que vous me l'avez envoyé énormément quand je vous ai demandé et que vous m'en avez voulu de ne pas l'avoir mis dans l'iceberg des traumas. Le voici, continuons. Le mystère des internets. J'en ai déjà parlé dans l'iceberg des traumas et je vais en reparler ici vite fait. Le mystère des internets est la tentative d'ARG francophone la plus connue à ce jour. L'origine de ce mystère est Antoine Daniel qui... I know that guy. What the cut? Whoa. This could be interesting. Ici vite fait, le mystère des internets est la tentative d'ARG francophone la plus connue à ce jour. L'origine de ce mystère est Antoine Daniel qui dans ses vidéos What the Cut à l'époque a commencé à mettre des images subliminales de lettres qui au bout d'un moment a donné 7 séries de caractères qui menaient à différentes vidéos bizarres, notamment une vidéo du nom de Comment être heureux de la chaîne Videvo Productions. Bonjour, aujourd'hui nous allons répondre à cette question. Comment être heureux? Va te promener dans la campagne. Tu seras seul dans la campagne. Cette vidéo That's gonna make you happy? Quoi? Était méga bizarre et elle menait, de par cette image, à une chaîne du nom de Morasco Petla, qui contenait elle aussi de nombreuses autres vidéos étranges avec à l'intérieur des enregistrements de la voix d'Antoine Daniel. D'où Jésus? Mais qui ça peut bien être? Allô? Quelques temps après, une autre image subliminale apparut dans une vidéo d'Antoine Daniel donnant une date.
À cette date, un compte Twitter et YouTube furent créés du nom de Stingray Transmission, chaîne qui postera des vidéos très étranges et parfois très stressantes. Il n'y a pas eu d'avance. C'est depuis un long moment et il est certain que le mystère a été abandonné. Néanmoins, malgré de nombreuses erreurs de la part d'Antoine sur comment vraiment organiser un ARG de cette ampleur avec autant de public potentiel, par exemple ne pas donner directement après l'annonce de la dernière lettre un contenu que les gens pouvaient chercher, ce qui a permis au créateur de la chaîne Vidéo Production, aujourd'hui le détenteur de la chaîne Télécrayon, d'infiltrer le mystère et de faire croire pendant très longtemps qu'il en faisait partie, ou encore, autre erreur, ne pas donner très vite de limites quant au champ de recherche, ce qui a amené à des proches de Antoine Daniel de se faire harceler, et aussi à des contenus très anciens de YouTube d'être trouvés contre sa volonté. Bref, malgré tout ça, ce mystère, il avait une atmosphère vraiment différente que très peu ont pu avoir sur internet. Et il a vraiment marqué les gens. Et qu'est-ce que j'aimerais qu'Antoine s'y remette. Bug des 301 vues. Sans la moindre transition, ça va être le cas tout le temps. On va passer du coq à l'âne, de sujets vraiment flippants à juste des anecdotes du site. Tout le temps. Le bug des 301 vues, c'est un très vieux bug de YouTube, aujourd'hui patché, où toutes les vidéos, sans exception lorsqu'elles atteignaient 300 vues, voyaient leur compteur de vues bloqué dès qu'une vue supplémentaire était rajoutée, le temps que le site vérifie si ces vues étaient des robots ou des humains. Il n'y a pas plus de choses à dire sur le sujet, voilà, c'était un truc qui est arrivé et qui marquait tellement les gens à l'époque que Cyprien a fait une vidéo sur le sujet. D'ailleurs, la première chaîne qui a expliqué concrètement ce qui se passait, c'est la chaîne de Numberphile, et YouTube a, de manière permanente, bloqué cette vidéo à 301 vues. Rien de plus, je trouve cette anecdote assez drôle. Chris Chan. Alors encore une fois, zéro transition, parlons brièvement d'un sujet qu'on traitera un de ces quatre, peut-être plus en détail. Laissez-moi vous présenter Chris Chan, l'alias de, et c'est pas une blague, la personne la plus documentée de l'histoire d'Internet. Et peut-être même de l'histoire du monde. C'est pas une blague. Il y a un youtubeur du nom de Geno Samuel qui essaye d'expliquer sa vie dans une série de vidéos encore à ce jour inachevée du nom de Chris Chan A Comprehensive Story. Et cette série de vidéos compte aujourd'hui, alors que j'écris ces lignes, 65 parties d'une durée moyenne de 45 minutes. Alors, Chris Chan ou Christine Weston Chandler est une femme de 40 ans qui s'est fait connaître au début des... C'est quoi? Est-ce qu'il a dit une femme? Non, il n'a pas dit femme. Non, il n'a pas dit femme. 65 parties d'une durée moyenne de 45 minutes. Alors, Chris Chan ou Christine Weston Chandler est une femme de 40 ans. That ain't no femme. That ain't no femme. Qui s'est fait connaître au début des années 2000 sur Internet grâce à son incroyable webcomic du nom de Sonichu, commencé en 2007. Une fusion évidente de Sonic et Pikachu. Et elle s'est également fait connaître par le fait qu'elle était vraiment désespérée à trouver l'amour. Ce qui faisait notamment qu'elle se tenait assise sur une chaise pendant des heures en tenant une pancarte avec écrit qu'elle cherchait une partenaire célibataire, ce qui l'a amené plusieurs fois à se faire arrêter par la police qui pensait qu'elle cherchait une prostituée. À partir du moment où elle a été découverte par Encyclopédia Dramatica, 4chan et Kiwi Farm, trois communautés qui à l'époque et encore aujourd'hui étaient quand même sacrément hostiles et violentes, elle s'est faite troller dans tous les sens. Et comme elle répondait à chaque fois, les gens ont continué en boucle. Elle va commencer à partager sa vie massivement de manière diverse. Mais why you keep saying she? Is this one of those? I identify as? Is that what that is? Because, I mean, you couldn't be any more he than a she. Is that a gun? What's happening right now? He is crazy. Et variés, répondant à chaque troll et se faisant traîner dans tous les sens. Et là, sa vie a commencé à être divisée par les historiens d'internet en ce qu'ils appellent des sagas, des périodes de la vie de Chris qui sont significatives car elles déterminent ses obsessions et fixations du moment. Oh, okay, yeah, he's yeah, okay. It's a man who claims to be a woman. Okay, well, we got about a billion of those these days. Okay, no, I thought he was confused. Clearly, this, yeah, okay. I mean, he could have just said he wants to be known as a she, because... Anyway, let's go. Chris se faisait catfish tout le temps, c'est-à-dire que des trolls se déguisaient en profil de femmes qui voulaient absolument coucher avec Chris Chan, et elle tombait à chaque fois dans le panneau. Et à chaque fois, ses prétendantes mystères lui demandaient de faire des trucs aberrants qu'elle faisait. À chaque fois. Mais il y a aussi des trucs vraiment affreux qui se sont passés. Des gens s'y attendaient étant donné que visiblement toutes les meufs qui passaient à côté d'elle finissaient par recevoir des remarques insistantes et des contacts physiques inappropriés. Mais en 2021, une information commença à tourner que Chris aurait abusé sexuellement de sa mère, atteinte de...
inappropriée, mais en 2021, une information commença à tourner que Chris aurait abusé sexuellement de sa mère, atteinte de sévère démence. La source, un audio de Christian l'avouant au téléphone. Elle a été arrêtée par la police le 1er août 2021. Je suis allé hyper vite sur ce sujet, mais la vie de Christian, c'est un bordel. C'est une personne assez... It's a mentally challenged person, mentally ill. You're sick in the head. You need to be in a hospital. Very simple. C'est abominable. Mais ce que je trouve fascinant, c'est le niveau de documentation autour de Chris. Le nombre d'images, de documents, de scans de trucs de sa petite enfance. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point ça va loin. Et ce personnage a impacté Internet d'une manière indélébile. Momo Challenge. En 2016, une image commence à se propager sur Internet. I've seen this image. Un visage déformé d'une femme aux yeux globuleux, au sourire long et fendu dans son visage et aux longs cheveux noirs. L'image commence à tourner un peu partout sur l'internet hispanique, comme, à la base, une image choc. Lentement, elle prend le nom de Momo et une légende se construit autour d'elle. Une légende qui dirait que si on la contacte sur WhatsApp, celle-ci enverrait des messages hyper bizarres, harcèlerait les personnes qui l'auraient contactée et donnerait des images gore en réponse. Tout va prendre un tournant en juillet 2018, quand, en 2 jours, une série d'événements va propulser Momo dans le monde occidental. D'abord, l'image est partagée sur le subreddit AirCreepy et obtient des milliers d'upvotes. Le même jour, un youtubeur du nom de L Deadpool fait une vidéo où il essaye d'appeler un numéro réputé comme étant un numéro du Momo Challenge. Puis le lendemain, le 11 juillet, Rainbot, youtubeuse anglophone, poste une vidéo au sujet de Momo du nom de The Momo Situation, parlant de la rumeur autour des numéros WhatsApp et notamment des supposés jeux glauques et dangereux qui y seraient liés. À ce moment, personne comprend d'où ça vient, ça va vraiment un peu trop vite et ça va causer ce qu'on appelle une panique morale, un concept qui va revenir très régulièrement. C'est-à-dire qu'en moins de 2 semaines, quelques sites de jeunes adolescentes seront reportés dans des articles et l'inclusion de leur téléphone de discussion avec des numéros associés à la légende du challenge Momo va causer une panique générale. WhatsApp va réagir, les autorités des pays en question vont réagir et ça va créer énormément de conséquences qui n'étaient pas du tout prévues à la base. Il va commencer à avoir une sorte de chasse aux sorcières des numéros de Momo Challenge réputés à présent de faire des jeux de dirigés vers les jeunes à l'aide de piratage et d'intimidations diverses. But that photo is fake. It's crazy fake. Nobody has anybody did a WhatsApp FaceTime with her, with it, whatever the hell that is. FaceTime, video conferencing, any sort of video, even a YouTube live stream. Because if you haven't, I immediately would say the picture's bullshit. It's made up. That's fake. And if somebody would say, no, it's not fake. Oh, it's not fake? Let me see a video of that person talking, walking, going to the store, going to school. Let me see the person. Right? Wouldn't you? Okay, I don't know. En même temps, Momo a commencé à apparaître dans des vidéos de l'Elsa Gate, donc déjà ça faisait pas vraiment une très bonne combinaison. Et c'est allé tellement loin que Kim Kardashian a fait une story en 2019 pour demander à YouTube d'agir au sujet du challenge en question. C'est allé vraiment trop loin. Pour rien de spécial. En vrai, je suis de mauvaise langue. Il y a eu vraiment des mini-menaces, du harcèlement, il y en a eu, voilà, avec les numéros de téléphone. Mais strictement aucun n'a pu être lié au Momo Challenge par aucune autorité compétente d'aucun pays. Presque aucun des numéros de téléphone ne marchait vraiment et en réalité, c'est juste le schéma classique d'une panique morale causée par la méconnaissance des médias traditionnels de la culture d'Internet. Mais j'aimerais quand même parler d'un truc, cette image. C'est quoi cette image en fait? It's fake. Oh, that's her body? Oh, that's the body. L'image, c'est en fait une version croppée d'une photo d'une statue de l'artiste Keisuke Aizo. Voilà, it's a crop picture. Aussi connue sous le nom d'Aizawa. La sculpture s'appelle Mother Bird, soit la mère oiseau, et est une sorte de fusion entre une meuf et un poulet. En 2019, il a été interviewé par The Sun pour parler simplement de tout ce qui s'est passé autour de sa création et comment ça l'a impacté, et il a avoué qu'il se sentait mal d'avoir inconsciemment créé un jeu de harcèlement sur Internet et qu'il regrettait. Il a également avoué que la statue avait commencé à pourrir et que du coup, il l'avait jetée à la poubelle. Curse vidéo. Cette entrée de l'iceberg fait référence à la mode aujourd'hui un peu révolue des vidéos YouTube dites maudites. J'en avais parlé dans un Findings, mais des trucs comme Obey the Walrus, la pub Kleenex japonaise, The Peanut Vendor ou plus récemment une vidéo qui a énormément tourné sur TikTok, cette vidéo qui serait faite pour attirer les cauchemars. Ces vidéos, évidemment, elles ne marchent pas, mais elles ont énormément tourné, notamment à une période qui se situerait autour de 2010 et 2016. Il n'y a pas grand chose de plus à dire, c'est une niche de YouTube parmi tant d'autres, mais qui elle a eu beaucoup de retentissement un peu mainstream. On parlera de vidéos maudites plus précises dont j'ai jamais parlé un peu plus tard dans l'iceberg, soit parce qu'elles sont ridicules, soit parce qu'il y a des petites anecdotes rigolotes avec. 2020 Vision.
En 2020, vers la fin de l'année, des gens ont trouvé une chaîne YouTube assez sombre. Cette chaîne contenait une vidéo pour chaque célébrité décédée en 2020 avec la date de mort en vidéo. Alors dit comme ça, c'est juste un concept un peu morbide, une sorte de cimetière virtuel un peu de mauvais goût. Mais ce qui a énormément intrigué les gens, c'est pourquoi les vidéos dataient toutes de 2017. Kobe Bryant. Quiconque serait derrière la chaîne aurait réussi à prédire la mort de strictement toutes les célébrités décédées cette année. No. No way. 3 ans auparavant. Encore plus étrange, le créateur de la chaîne commençait à poster des messages sur Twitter indiquant qu'il essayait de créer une secte de la mort avec des liens vers un Discord. Certains ont cru que c'était une sorte de truc paranormal, une sorte de forme de voyance, et que cette secte était legit. Sauf que non, il y a une explication très simple au truc. Le 6 juin 2021, une vidéo fut postée pour la première fois depuis des années sur la chaîne de 2020 Vision. La vidéo s'appelait Face Reveal. Elle linkait à une vidéo sur une autre chaîne du nom de Weird Side, qui est en fait le créateur de la chaîne. L'explication est assez intéressante. En gros, en 2017, il a téléchargé une liste de toutes les célébrités vivantes possédant une page Wikipédia et a créé un script qui a posté pour chaque célébrité une vidéo avec le nom de la célébrité, puis au-dessus le symbole de la chaîne, puis il fait ouvrir l'œil pour chaque mois de l'année, puis ensuite pour chaque chiffre de 1 à 31. L'intégralité de ces vidéos, on parle de milliers de vidéos, soyons clairs, ont été ensuite mis en privé. Ensuite, au fur et à mesure de 2020, il a suivi toutes les morts de célébrités. Et à chaque fois que ça arrivait, il utilisait l'application de montage de YouTube pour sélectionner un mois, puis un chiffre de 1 à 31, formant donc la date de la mort. À la fin de l'année 2020, il a mis ses vidéos en public, excepté celles des célébrités non décédées. Et beaucoup de gens sont tombés dans le panneau. Et le délire autour de la secte de la mort, en réalité, c'était juste pour démarrer un ARG avec une suite d'énigmes sur un site internet et un lien Discord. C'était assez intéressant, plutôt pas mal, mais rien. Non, plutôt pas mal du tout. That's pretty cool. Rien de très très fou quoi. Au début je trouvais ça quand même assez de mauvais goût de capitaliser sur la mort de célébrités en faisant semblant de pouvoir les prévoir, mais le gars a expliqué par la suite que c'était un commentaire sur les réseaux sociaux et les fake news. Il explique en gros le danger de YouTube, c'est de ne pas montrer quand une vidéo a été modifiée après coup avec l'application de YouTube. Parce que ça peut amener à ce genre de désinformation sévère et créer des fake news et donner l'impression qu'on fait des choses paranormales alors qu'en réalité pas du tout. C'est d'ailleurs pour ça que Twitter ne fait pas de bouton modifié et qu'il n'y en aura jamais sur. Ah, but that's Twitter. Can you do it with X? Because, you know, when Elon bought Twitter, he said, no. We changing everything. You get to actually speak what you want to say. You get freedom of speech. And I'm sure he said, of course you can edit. I don't know, maybe it's changed now, but when he first bought it, I bet you all these rules went out the window. Le site 009 Sound System Audio Swap Music. Au début de YouTube, il y avait un système qui s'appelait l'Audio Swap. En gros, entre 2006 et 2009, après le rachat de YouTube par Google, il y a eu les vrais premiers questionnements autour des droits d'auteur et de YouTube. Les gens postaient des vidéos dont la bande-son était des morceaux complètement copyrightés. Yeah, copyright. That's all I know about YouTube is copyright. Et YouTube ne savait pas quoi faire, du coup, quand un ayant droit leur demandait, ils supprimaient la vidéo. Évidemment, ça n'a pas plu aux créateurs de l'époque qui voulaient quand même garder leur vidéo, même s'il y avait des trucs copyrightés dessus. Du coup, YouTube a proposé une alternative. Il enlevait le son de la vidéo entièrement, que l'on pouvait ensuite remplacer par une musique dans une librairie assez extensive. On trouvait des morceaux d'Evanescence que vous avez forcément entendus dans des AMV pourris. Il y avait également Let the Bodies the Floor, mais surtout il y avait l'icône musicale des tutoriels catastrophiques sans micro où on décrivait comment pirater un logiciel en s'exprimant très lentement dans un bloc-notes. 009 Sound System, Dreamscape. Ce morceau est le plus iconique et a été utilisé je ne sais pas combien de fois par des créateurs. Ça me fume encore aujourd'hui à quel point il représente une partie spécifique de YouTube entre 2008 et 2010 précisément. Maintenant, pourquoi tout le monde utilisait ce morceau? Parce que voilà, il est pas fou du tout, il est même plutôt nul. Et ben c'est tout simple, c'est le premier morceau qui apparaissait dans la liste de AudioSwap. Donc les gens avaient la flemme de chercher, ils ont mis celui-là, ils voyaient que ça sonnait plutôt sympa, ils l'ont. My Snowboarding Skills. Pour continuer sur le vieux YouTube, si Me at the Zoo est la première vidéo de YouTube, quelle est la deuxième vidéo qui a jamais été postée sur YouTube? Eh bien la deuxième plus vieille vidéo de YouTube a été postée le même jour, c'est-à-dire le 24 avril 2005, et s'intitule My Snowboarding Skills, ce qui signifie mes talents de snowboarder. Voyons donc ces talents de snowboarder. Oh, oui, il est incroyable celui-là. Attends, il faut regarder. We have to watch it again.
faut le regarder. Parce que celui-là, il est incroyable. I mean, il a dit, look at my video, because look at these skills. Allez! C'est incroyable. Oh! Magnifique. Eh ben, lui, alors, Impressionnant. très impressionnant, oui. La chaîne qu'il a postée s'intitule brièvement MW, soit Matt Michael Wright. Peu est su à propos de ce gars. Apparemment, il a fait une deuxième vidéo intitulée My Tubing Skills en septembre 2005, tout aussi impressionnante, mais il l'a supprimée plus tard pour des raisons qui n'ont jamais été spécifiées. Néanmoins, cette vidéo est importante pour une seule raison. Il s'agit de la première vidéo de YouTube qui n'a pas été créée par un employé, et pour cette raison, il s'agit d'une pièce importante de l'histoire du site, mais encore une fois, pas grand chose de plus à dire. Pub étrange. Un des terriers de lapin les plus fascinants de l'histoire de YouTube, c'est les pubs qui passent après et pendant une vidéo. Il y a eu plusieurs cas dans l'histoire du site où des pubs hyper bizarres ont été acceptées par le programme AdSense qui permet son partage. On parle de pubs qui ont été acceptées que l'on ne pouvait pas skipper, qui par exemple pouvaient durer 1 heure, mais aussi des pubs qui seraient des films entiers copyrightés, ou parfois juste des chaînes YouTube qui faisaient leurs pubs tout en étant les trucs les plus étranges qu'on puisse croiser, comme le dénommé Dr Ish qui fait des vidéos définitivement ultra chelous, ou plein d'autres qui se sont fait connaître grâce à ce système, Justin Y et autres commentaires. Justin Y, c'est une chaîne qui possède plus de 800 000 abonnés, et qui n'a jamais posté une seule vidéo. What? What's the secret? What's the secret there? Comment a-t-il fait? Eh bien, fut un temps, il était dans les commentaires d'une quantité anormalement grande de vidéos et il amassait à chaque commentaire une quantité incroyable de likes et de réponses l'insultant. Il était partout, postant des commentaires parfois drôles, parfois pas, toujours en lien avec la vidéo ou la communauté du youtubeur sous la vidéo duquel il commentait. Beaucoup ont commencé à l'époque à spéculer qu'il serait un bot ou alors que son compte serait dirigé par plusieurs personnes en même temps, mais depuis des réponses ont été données sur ce personnage. Il passait quelques heures par jour sur YouTube, à commenter sans forcément les regarder toutes les vidéos qui avaient un peu de succès qu'il croisait et juste les choses se sont faites comme ça. Justin Y est seul à faire ça et j'aurais pu dire qu'il n'avait clairement pas de vie si sa chaîne ne possédait pas autant de succès. Encore aujourd'hui, on le croise encore sous plusieurs vidéos même si sa présence a grandement diminué avec le temps. Et on ne sait toujours pas le nom ou le visage de Justin. Il y avait également beaucoup de comptes qui étaient basés sur l'univers de Justin Y, de gens qui faisaient des blagues, le frère de Justin Y, le père de Justin Y, ce genre de choses. Il existe aujourd'hui d'autres commenteurs de masse, mais ils sont dirigés soit par des bots, soit par des groupes anormalement grandes personnes, et on les reconnaît au fait qu'ils utilisent presque tous l'icône de la chaîne de MrBeast pour attirer l'œil. C'est assez naze, je trouve, là où la chaîne de Justin Y a clairement une identité et fait partie du paysage culturel de YouTube aujourd'hui. Playlist connue. Unbelievable. Toujours et encore dans les sujets vagues mais qui sont quand même intéressants et un peu méconnus sur YouTube, il existe pas mal de playlists qui sont très connues, qui à un moment ont été poussées par l'algorithme de YouTube. Aujourd'hui elles sont moins reconnues, mais vous avez forcément dû voir à une période passer la playlist Important Videos, à l'origine de l'essor d'une tonne de shitposts aujourd'hui classiques de YouTube, ou alors la playlist Instant Regret Clicking This Playlist, qui est concrètement une version plus répétitive et chiante de la précédente. Je voulais le mettre ici car pareil, ça a forgé la culture de YouTube, juste y a pas grand chose de plus à dire sur le sujet. Sam Pepper et prank abusive. Autre truc qui malheureusement fait partie intégrante de la culture de YouTube. Uh-oh, he doesn't like this one. Mr. Findings is not happy with this video. C'est les pranks et autres caméras cachées. Inutile de vous dire que c'est un des gens les plus surutilisés de la plateforme et qui a mené à un nombre tellement élevé de controverses, surtout autour de la période 2015 à 2017. On trouve notamment aujourd'hui beaucoup de noms connus de gens qui ont fait des fausses pranks, des caméras cachées bidons, vous en connaissez forcément si vous suivez des chaînes comme Maxella. Néanmoins, il y a un cas de pranker aux États-Unis qui a marqué le site à jamais et qui a tracé une sorte de ligne imaginaire entre l'âge d'or des pranks et la saturation. C'est le cas du youtubeur Sam Pepper, aujourd'hui I don't even know Sam Pepper. détesté viscéralement par tout le monde. Il a Oh, ben je le déteste. toujours voulu dépasser les limites de ce qui était considéré comme acceptable à l'époque. D'abord, il y a eu son premier gros scandale, un prank où concrètement, il harcèle sexuellement des meufs en leur touchant les fesses. Hello guys, I'm Sam Pepper. Today I'm going to be pinching girls' bums with my secret hair. That's American? He's an American? Nah, he don't count. He don't count. Qui sera prouvé comme étant une mise en scène plus tard, mais bon, le simple fait d'avoir mis en scène ça, c'est vraiment de très mauvais goût. Puis il a doublé sur la controverse quand il a posté la fameuse prank où il kidnappe son meilleur pote, également confirmé comme fake. No. This thing right here is it, right? Holy crap. Mais c'était le moment où les gens se sont dit que ça, c'était plus une petite farce en caméra cachée toute inoffensive. Pour les gens, ça, Yeah, this ruins somebody's life. This kid's life is ruined. Because people are either going to make fun of him forever. Like, ha ha ha, you were so pranked, you thought you were getting kidnapped.
And of course, mentally, this screws you up for life. For life. Yeah, the guy's an idiot. I couldn't agree more. Bah, c'était trop, et ça a causé une sorte de pic dans la violence des pranks sur YouTube et la déflation générale de la popularité du genre au cours des années. Sam Pepper aujourd'hui reste proche des controverses en créant certains des contenus les plus nazes qui puissent être trouvés sur TikTok, et j'ai juste pas envie de continuer à donner de la visibilité à ce gars. Il a été accusé de plein de trucs vraiment graves, mais les pranks ont également mené indirectement à une autre panique morale majeure qui a été apportée grâce à YouTube, et vous êtes tout autant saoulés par le sujet que moi, les clowns tueurs. Alors on m'a demandé un nombre trop élevé de fois de parler de la question des clowns tueurs, mais je vais en parler d'une manière assez détournée. Je trouve que les clowns tueurs, c'est un sujet hyper intéressant, parce qu'en 2016, ça a causé une panique morale monumentale. C'était du même niveau, voire même pire que le cas de Momo, où une quantité anormalement grande de personnes ont commencé à complètement péter un câble à ce sujet. L'origine pour beaucoup de l'escalade du mythe du clown tueur, c'est une série de pranks aujourd'hui supprimés qui avait été réalisée en 2014 par la chaîne DM Pranks. Ces vidéos, vous les avez probablement vues à l'époque, que ce soit sur YouTube ou Facebook. Suite à ces vidéos, et avec le fait que l'image du clown flippant commençait à vraiment gagner en popularité, plusieurs personnes ont commencé à s'habiller en clown pour faire peur aux passants sans raison particulière autre que rigoler pour un coup. Certains se sont habillés comme ça dans des cimetières, surtout pendant la période d'Halloween, ce qui a également beaucoup inquiété des gens. Ces occurrences ont été notées, et au cours de l'année 2016, la panique morale va atteindre son pic. Il y a eu un cercle vicieux. La panique augmentait, les gens font des vidéos sur YouTube à ce sujet en passant des rumeurs prouvées plus tard comme fausses ou en faisant des pranks, la popularité du sujet augmente, YouTube pousse donc le sujet dans l'algorithme, les gens sont inspirés par ça et s'habillent en clown pour faire peur aux gens, et donc la panique augmente, et ainsi le cercle continue et continue, et ça n'a fait que s'augmenter. En août 2016, on trouve le premier vrai gros cas médiatique de clown tueur. Ça s'est passé dans la Green Bay du Wisconsin, où concrètement des photos de gens habillés en clown se baladant de manière suspicieuse dans la nuit ont commencé à beaucoup tourner. C'était en fait une tactique marketing pour promouvoir un court-métrage, mais les gens s'en fichaient de la vraie raison. Et il y avait vraiment des clowns tueurs aux yeux des gens. Et ainsi de suite, article après article, sans qu'il n'y ait jamais rien de cas concret. Des gouvernements ont fait des avertissements pour Halloween 2016, et des Américains sont allés jusqu'à faire le porte-à-porte d'Halloween avec des armes à feu. Tout ça, pour rien. Il n'y a jamais eu d'attaque, juste des blagues ici et là. Ouais. Rien de plus. Il y a eu des putains de battues organisées par des universités pour faire chasser du clown. Il y a eu des arrestations de gens faisant juste des blagues, tout ça pour un hoax qui n'a jamais eu la moindre substance. C'est complètement ouf. Et c'est encore un autre cas d'une panique morale qui a été causée en très grande partie par des contenus sur YouTube et qui par la suite a été monétisé. Étrange recommandation. Voilà. 32 minutes. On va arrêter là. Part 1. This will be part 1. This is very interesting. But this shows you how humanity, can quickly overreact and everything just goes overboard. Just everything. Everybody overthinks something that could be so simple and turn it into like just insanity. So I mean, yes, I completely agree. Yes, but you know what? That guy kidnapping people. Oh man, what's his name? Pepper, whatever. Wow. That guy should be in jail. No, really. Whether it's a prank or not, you are kidnapping somebody. You are removing somebody from one location. You are disabling them and taking them, and you are against their will. You are removing them from whatever they're doing, and you are placing them somewhere else. You are terrifying, scaring them. I mean, even if it's for a video for YouTube, and then, you take your hood off and go, ha, 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 I got you. No, your ass needs to be in jail. Why did this guy not go to jail for kidnapping them? 100% he should have went to jail for kidnapping. That's kidnapping. Whether you say it's a joke or not, that's kidnapping. That's crazy. That is just absolutely crazy. But, okay. Very interesting video. I only started. You guys will never even believe me. You guys will not believe me when I tell you I never went on YouTube, not even once, before the year 2020. I know you're not gonna believe me, but it's true. That's true. I never. And Facebook. I think I looked at Facebook once,
maybe 10 years after Facebook became Facebook, you know, like when it was around already. I never did no Facebook. I never gave a shit. 'Cause I called it the sites I did look at because of my wife showing me mostly, or a girlfriend at the time. Who the hell knows? No, you know what? I would say no. It was my current wife, because any girlfriend before her, I never even knew about Facebook. Could give two shits. And then when my wife actually showed me, oh look, and I'm like, I know these people. Why are they all smiling and happy all the time? That's bullshit. They just got divorced last month. Why is she all happy on vacation with a kid? Like, and then I realized, oh, this is fake book. This is not Facebook. This is fake book. So everything you put on Facebook is to basically camouflage what's really going on in your life, so that your friends, family, everybody can look at you and go, oh, look at her. Is she in Greece, in the islands? She's so lucky. Look how beautiful the beaches are. Oh, she's smiling. The kids are happy. She's miserable. She's miserable because she has to post that to make you think she's happy. That's what Facebook is. So anyway, I'm trying to think. YouTube, Facebook, MySpace, never ever gave nothing, didn't care about none of that. So it's pretty incredible that this has been around for 20 years. And I only started messing with it maybe 5 years ago. Maybe 4 years ago, to be totally honest. But anyway. That's the way it goes, people. That's the way it goes. So a lot of these findings and people he's talking about from, you know, even like the biggest YouTubers, you know, of course, I know Mr. Beast. I've actually watched some of Mr. Beast's videos. I like the one where he buries himself in the dirt for like a week. I'm like, this guy's an absolute lunatic. Why would you even, you desperate for views that badly that you would bury yourself in the dirt? I don't understand half of his videos, but you know, it is what it is. It's whatever gets you popular, and what the public wants to see is how you grow and get big, I guess. But a lot of these scandals I could never know about. I could never know about them, or mysteries, because I've only been on YouTube for 4 or 5 years, and 90% of that time is spent right here with Patreons doing requests. Not like browsing YouTube and going, I should make a video about this. You know, like Antoine. I don't even know how he gets his material, but you gotta browse. Oh, I like this video. This little clip, it's gonna be in my next video. Oh, I like this clip. I'm gonna put this in my next video. No. I don't do that. I don't even know how you have. I could never have time to do that either. Anyway, Findings is an excellent speaker. This guy could be a professor at a college, and I bet you all the students would get straight A's, because they would actually be like, holy shit, I understand everything this man is saying to me. He speaks so well. All calm. You never get hyped up, mad. I can tell this guy does not get angry. He does not look like the kind of guy who would get really mad. You know what I mean? Or really upset at somebody. He's just so calm, collective. He just, I'm gonna give you some information. You just hang on right there. Wait till you hear what I'm about to tell you, and you just sit here like, I'm listening. Go ahead, tell me. Like, he's excellent. Findings is excellent, really. Man, the stories are even crazier. And voilà, I can't believe this is part 1 of 3, but. All right, so this is going to take about 5 years to finish. But anyway, halfway mark, part 1 completed, okay? We will return with part 2. When? Maybe tomorrow. Take care, peace out, have a good night. Et bonsoir. Et à la prochaine. Et à demain. Bye.